Notre petit tour à Ramallah n'est pas vraiment terminé. Et il ne serait pas complet sans faire un détour par chez Abu Ammar. Vous allez voir que c'est quelqu'un de spécial, qui a beaucoup à dire. Et comme il va vous le raconter, il n'a pas eu une vie simple. Pourtant, il ne se départit jamais de son sourire. Et aujourd'hui, il va nous emmener là où il a grandi. Le camp de réfugiés de Jalazoun. Yallah, je t'emmène. Je voulais que vous rencontriez Abu Ammar parce qu'il est né et a grandi à Jalazoun. Jalazoun, c'est un camp de réfugiés qui se trouve à l'entrée de Ramallah et à côté d'une colonie illégale israélienne. Ça maintenant, vous savez ce que c'est, comme vous avez bien écouté l'épisode 4. On se retrouve chez lui, dans son salon. Bien sûr, il me propose un café. Il m'a l'air un peu agité. Je crois qu'il est un peu stressé. En fait, il a même préparé des notes pour être sûr de ne rien oublier. Aujourd'hui, Abu Ammar n'habite plus dans ce camp, mais il tenait à nous parler de son enfance avant de nous y emmener pour y faire un tour. En étant né et ayant grandi dans le camp de réfugiés de Jalazoun, ça fait de Abu Ammar un réfugié. Or, celle qu'on appelle aujourd'hui presque indifféremment la question des réfugiés est centrale pour les Palestiniens et Palestiniennes. Pourquoi ? Allez, quelques chiffres alors. Concentration. Il y a près de 15 millions de réfugiés palestiniens à travers le monde. 7,5 millions sont encore en Palestine. Le reste est dispersé à travers le monde entier, dont les États arabes voisins comme le Liban, l'Égypte, la Syrie ou encore la Jordanie. La question des réfugiés palestiniens est tellement spécifique qu'une agence des Nations Unies a été spécialement créée. Vous en avez sans doute entendu parler récemment parce que le Parlement israélien a voté 2 lois visant l'interdiction de cette agence d'ici la fin janvier. Cette agence, c'est l'UNRWA. UNRWA, un acronyme qui signifie... Qui signifie quoi déjà ? Elle tombe tellement sous le sens ici qu'on en oublie la signification. Un peu comme une grand-mère que tout le monde a toujours appelée par son surnom, au point d'en oublier son vrai nom. I guess it's United Nations Relief and Works Agency. En français, l'Office de secours et travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Oui, je sais, un nom long et relativement incompréhensible. En gros, c'est simplement l'agence spécifique à la question des réfugiés palestiniens partout dans la région. Elle a été créée en 1949. Or, si vous avez bien suivi, vous aurez fait le rapprochement entre cette date et celle de la Nakba, un an plus tôt, en 1948, pendant laquelle des centaines de milliers de Palestiniens ont été chassés de chez eux. Et je vous renvoie au premier épisode si vous avez un petit trou de mémoire. Alors un instant, est-ce que vous avez noté une incohérence pour l'instant ? Enfin, pas vraiment une incohérence, plutôt ce qui précisément rend la question des réfugiés palestiniens spéciale ici, en Palestine. Non ? Et si je vous parlais de réfugiés français en France ? Ça y est ? Vous l'avez ? Comment est-ce possible d'être réfugié dans son propre pays ? Eh oui, un autre chiffre important pour comprendre l'enjeu, c'est que 42%, donc à la louche près de la moitié des réfugiés palestiniens, vivent encore à Gaza ou en Cisjordanie. Et ça, c'est une information qu'il faut retenir parce qu'elle n'existe qu'en Palestine. Des réfugiés exilés dans leur propre pays. Pas des déplacés internes, mais bien des réfugiés, c'est-à-dire qu'il leur faut passer une frontière pour rentrer chez eux. Frontière qui se matérialise par ce fameux mur dont on parle depuis le début de ce podcast. C'est important de le préciser parce qu'en principe, la définition d'une personne réfugiée, c'est une personne qui se trouve en dehors de son pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public. Je n'invente rien, c'est la définition des Nations Unies. Bref, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ces précisions sont nécessaires pour comprendre la pertinence et la spécificité de ce sujet dans le contexte palestinien. Maintenant, revenons-en à Abu Ammar et ses notes. Comme tous les réfugiés palestiniens à travers le monde et ici en Palestine, Abu Ammar est un descendant de survivants de la Nakba. Ses grands-parents, comme 700 000 autres personnes, se sont fait chasser de chez eux. Dans ma famille, nous ne sommes pas tous des réfugiés. Une partie de ma famille est toujours à Jaffa parce qu'ils n'ont pas fui. Mais l'autre partie, celle d'où je viens, vivait à Ramleh. Ils ont fui parce qu'un massacre a été commis, donc ils se sont enfuis dans le camp de Jalazoun et d'autres camps aussi, certains à Gaza, d'autres en Jordanie. Une partie de sa famille est donc toujours à Jaffa, où lui-même ne peut se rendre qu'à condition d'obtenir un permis puisque c'est de l'autre côté du mur, et sa famille à lui a dû fuir un massacre dans son village d'origine. Depuis, lui et sa famille sont considérés comme des réfugiés. Alors, ça veut dire quoi ? Grandir dans un camp de réfugiés en Palestine. C'est justement ce que tient à me raconter Abu Ammar avec un exemple simple.
aller à l'école. Pendant la seconde intifada, l'armée fermait les routes avec des checkpoints. Quand on voulait aller à l'école, il fallait qu'on marche 5 km. Et pendant ce trajet, on pouvait voir des tanks, des soldats, et quand on sortait, les soldats commençaient à s'en prendre à nous, les garçons, en nous jetant des bombes lacrymogènes ou en tirant des balles en caoutchouc, alors qu'on marchait juste pour rentrer chez nous. Il n'y avait aucune menace. J'ai vu certains garçons se faire blesser, voire tomber en martyr, et c'était tous les jours. Aller à l'école, c'était un parcours du combattant. On peut voir la mort chaque jour en allant et revenant de l'école. Puisqu'on sait que la vie n'est facile pour personne ici, je lui ai demandé si c'est tant différent que ça de grandir dans un camp de réfugiés. Et il me répond en me parlant des couvre-feux. Pendant la seconde intifada, l'armée israélienne imposait un couvre-feu pour quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois, séparant Abu Ammar de ses amis des villages alentours avec qui il allait à l'école. Je t'ai parlé du couvre-feu. Ils ont construit des murs avec ces blocs de béton. Il n'y a pas moyen de sortir du camp. Avec mes amis des villages alentours, on allait dans la même école, mais parfois on était séparés pendant des mois à cause du couvre-feu. C'était impossible pour moi de quitter le camp et mes amis ne pouvaient pas y entrer. Alors, je ne pouvais pas voir mes amis, parfois pendant des mois. Vous vous souvenez de la frustration qu'on avait pendant le Covid de ne pas pouvoir sortir de chez nous, pendant ce couvre-feu? Maintenant, imaginez que ce sont des soldats, armés jusqu'aux dents, qui vous empêchent de sortir de chez vous. Et assurément, il n'y avait pas d'autodéclaration à signer par et pour soi-même pour aller faire des courses. Alors quand il est impossible de sortir faire des courses pour nourrir sa famille, il faut s'organiser. Et gare à vous si vous vous faites attraper en train de ramener de quoi subsister. Certains de nos voisins ont été arrêtés alors qu'ils transportaient des sacs de blé ou du lait pour les enfants. Mon père s'est fait arrêter parce qu'il était communiste. À l'époque, les communistes avaient la charge du camp, donc de la nourriture, de l'électricité, de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont arrêté. Ils ont envahi notre maison, ils l'ont pris et inculpé. Il a passé 5 ans en prison, juste pour ça. Et puis, Abu Ammar m'explique en substance qu'étant ado, il n'aspirait qu'à une chose en fait. Avoir une enfance normale, comme un jeune garçon qui veut simplement aller jouer aux jeux vidéo avec ses amis par exemple, quitte à prendre des risques. À l'époque, on aimait jouer à un jeu vidéo avec un ami. Donc je marchais, je faisais toute la route à pied à travers la montagne, juste pour pouvoir aller dormir chez lui et jouer aux jeux vidéo. Échapper au camp pour aller jouer aux jeux vidéo avec les gamins des villages alentours et puis jouer au foot aussi. Parfois, on jouait au foot, ou n'importe. Bref, on jouait dans la rue. Et comment ça se terminait? Ils nous tiraient dessus, parfois depuis les hauteurs de cette montagne, là, juste à côté du camp. Et puis, il y a aussi les colons, qui ne sont jamais bien loin. Un jour, à l'école, on était en train de jouer et il y avait un colon qui marchait autour de l'école, parce qu'il y a la grande colonie de Bethil qui se trouve à côté. On le regardait, ça nous faisait rire. On se moquait de lui et puis, j'étais jeune, je lui ai craché dessus. Pour nous répondre, il a commencé à tirer en l'air avec son arme. Et il s'est dirigé vers la porte de l'école pour nous chercher. Il a tiré des balles en l'air, dans la porte, au sol. Il portait un Uzi. Tu vois, je me souviens de l'arme qu'il utilisait contre nous. Mon père a fini par arriver pour nous protéger. Heureusement, le colon avait fini de tirer toutes ses balles avant. Donc heureusement, il ne s'est rien passé. Mon père a juste commencé à crier sur le colon en lui disant de sortir. C'était comme un combat de mots, parce que le colon n'avait plus de munitions. Donc il a fini par partir. Je me souviendrai toujours de chaque seconde de cette journée. Bon ok, Abu Ammar l'admet, il était jeune et cracher sur ce colon, ce n'était pas la plus fine des idées. Mais la réaction du colon n'a rien de celle d'un adulte raisonné face à des ados débiles. En fait, écouter Abu Ammar parler de son enfance dans le camp de réfugiés de Jalazoun, ça revient en gros à se demander comment vivre une enfance normale dans un monde complètement anormal, fait d'occupation militaire et d'attaques de colons. Et tout ça, c'était bien avant le 7 octobre. Abu Ammar m'explique que le contrôle exercé sur les camps par l'armée israélienne a toujours existé, que ça n'a pas commencé le 7 octobre, que le 7 octobre n'a fait qu'intensifier les incursions de l'armée et des colons.
Sur le site de l'UNRWA, vous vous souvenez, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, on peut y lire qu'en 2022, donc bien avant les événements du 7 octobre, le camp de Jalazoun a enregistré 90 opérations militaires israéliennes, soit environ une opération tous les 4 jours, et 124 arrestations, dont 31 enfants mineurs. Rien que ça. Justement, ce que tient à m'expliquer Abou Ammar, c'est que les camps de réfugiés sont particulièrement ciblés par l'armée israélienne. Mais pourquoi ? Notre vie, c'est la guerre. Tous les jours, on survit. Ce n'est pas seulement ce qui se passe à Gaza. Qu'on soit bien d'accord, ce qui se passe à Gaza en ce moment, c'est un génocide. Des centaines de personnes sont massacrées chaque jour. Mais si tu regardes l'histoire et ce qui se passe ici, en Cisjordanie, tu verras qu'on vit ça tous les jours dans les camps de réfugiés. Regarde, la semaine dernière, ils ont envahi le camp de Jalazoun. Ils ont tué 2 gars, et puis ils sont repartis comme si de rien n'était. Des incidents comme ça, il y en a chaque semaine, chaque mois, chaque jour parfois. Ils envahissent les maisons, ils assassinent, et puis ils repartent. Or, quand on perd espoir et qu'on n'a plus rien à perdre, une des façons de s'en sortir, c'est de s'engager pour lutter contre la source de nos souffrances. Alors à force d'être empêchés de revenir chez eux, à force de leur mener la vie dure, les camps de réfugiés finissent par devenir et être considérés comme des bastions de la résistance. Abou Ammar résume les choses comme ceci. L'un des seuls endroits où il y a des activités de résistance, c'est dans les camps. Pour contrôler les camps, les soldats les encerclent. Ils s'assurent qu'aucune activité ne s'y déroule. Ils sont inquiets parce qu'ils savent que tout mouvement, toute activité ou toute résistance viendra des camps. Parce que les réfugiés souffrent. Ils veulent retourner à Ramleh, retourner d'où ils viennent. C'est pour ça, ils continuent d'essayer, et la meilleure chose à faire pour les mater, c'est de les encercler et les rendre pauvres, de les affaiblir pour les dissuader de se battre. Abou Ammar conclut en disant que Donc on vit ici, dans cette prison, et cette prison nous donne parfois l'impression de ne pas avoir de vie. Vous n'avez pas de vie, ils nous mettent en cage. Et vous allez voir que la métaphore avec une cage est loin d'être choisie au hasard. Cette fois, Abou Ammar nous embarque dans sa voiture et direction ses souvenirs d'enfance dans le camp. À commencer par l'entrée du camp de Jalazoun. C'est là que l'histoire avec le colon qui a vidé toutes ses cartouches dans les airs et à ses pieds s'est passée, me dit-il. Abou Ammar me dit aussi qu'aujourd'hui, les colons viennent moins, voire presque plus. Pourquoi ? À l'époque, les colons se promenaient ici avec leurs armes. Mais après le mur, après la deuxième intifada, ils ont commencé à construire ce mur, donc maintenant, ils restent de l'autre côté. Mais des fois, ils viennent ici dans la rue et commencent à tirer sur les voitures. Tu vois l'école là ? Elle est complètement emmurée maintenant pour se protéger des tirs. Encore un mur. Et l'école se trouve précisément emmurée à l'entrée de ce camp. Comme une anomalie de la colonie, alors que c'est la colonie qui est illégale d'après le droit international. Nous sommes de ce côté et eux, ils sont de l'autre côté, d'accord ? Ici, c'est une prison. Là-bas, il y a une vie. C'est ça notre réalité. Mais pas le temps de traîner, Abou Ammar veut nous emmener à un endroit un peu particulier. Autrefois, il n'y avait pas de bâtiments ici, seulement des tentes militaires. C'est la zone où se trouvaient toutes les tentes. Ils s'installaient ici pour voir tout le camp, parce que d'ici, on peut tout voir. On a une vue complète parce qu'on est en hauteur. Voir et être vu, voilà l'intérêt. Voir, ça permet évidemment de surveiller, mais être vu, ça permet aussi de marquer sa présence. C'est comme ça qu'ils disent. On reprend la route et entrons enfin à l'intérieur du camp. Maintenant, prenez une seconde. Depuis tout à l'heure, on parle de camp de réfugiés. Qu'est-ce que vous visualisez depuis tout ce temps ? Ou quand vous entendez parler de camp de réfugiés en général ? Allez-y, prenez un instant. Si vous avez imaginé des tentes sommaires, personne ne peut vous en vouloir. C'est souvent l'image qu'on en a, et d'autant plus ces temps-ci avec celles qui nous parviennent de Gaza. Mais vous vous imaginez bien qu'un camp établi en 1949 et qui n'a pas disparu depuis a évolué. Ça a bien commencé avec des tentes, mais Abou Ammar me raconte que ça a bien grandi depuis. C'était surtout après les années 90. Après les accords d'Oslo, les habitants de camps ont commencé à avoir d'autres emplois et à travailler en ville, à Ramallah par exemple. Certains d'entre eux ont eu des salaires et ils ont pu commencer à construire leur maison. J'ai donc été témoin de l'ampleur du développement dans le camp. Ça a commencé par des petites pièces jusqu'à devenir des maisons. Des petites maisons bien sûr, mais elles pouvaient accueillir
au moins 13 membres de la famille, voire plus. Et après ça, maintenant, quand tu vas dans le camp, tu vois que les familles ont commencé à construire au-dessus de ces maisons pour faire un autre appartement, pour y mettre les autres membres de la famille. Obligé d'étendre le camp à la verticale, donc construire des étages les uns au-dessus des autres à mesure que la famille s'agrandit. Aujourd'hui, ce sont de véritables bâtiments hauts de plusieurs étages. Ça, plus une démographie croissante, le tout dans un espace restreint, et ben forcément... Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que ce camp de réfugiés a une taille limitée. C'est littéralement un camp, dont on ne peut pas dépasser les limites. C'est ça, la cage dont parlait Abu Ammar tout à l'heure. Ils nous mettent en cage. Quand le camp de Jalazoun a été établi, comme tous les autres camps de réfugiés, ça ne devait être qu'une sorte de solution temporaire, alors on n'avait pas imaginé un plan d'urbanisme pour que des décennies plus tard, des voitures aient assez de place pour se croiser. Donc les rues sont étroites et ne permettent pas à deux voitures de se croiser. C'est précisément ce qui nous arrive là tout de suite maintenant, alors Abu Ammar recule et se gare pour laisser passer la voiture en face. Et puis me dit que, tant qu'on y est, on n'a qu'à descendre de la voiture ici, parce qu'il connaît bien cette partie du camp. Let's go. Ça, c'est mon quartier. Ma maison était là. La maison de ma grand-mère est ici. Mon oncle était là aussi. Ça, c'est la maison d'une amie de ma mère. J'avais l'habitude d'assister aux fêtes pour les amis de ma mère. C'était vraiment des gens bien. Tout le monde salue Abu Ammar aussi. Ce n'est pas tant qu'il est connu, c'est plus que tout le monde se connaît. Avec ce qu'on vit ici, dans l'enceinte de ce camp, ses habitants ne peuvent qu'être une communauté soudée. Avec des problèmes en leur sein aussi, on reste tous des humains, mais tout le monde se connaît, et j'en ai la preuve en direct. Et puis, il reprend, et me montre une maison. Cette maison a été bombardée par les forces d'occupation israéliennes. Ma maison était juste à côté de celle qui a été bombardée. Toutes les vitres, tout a explosé. Nous, on était assis à l'intérieur pendant qu'ils faisaient sauter la maison voisine. Il y avait un couvre-feu à ce moment-là. Personne ne pouvait se déplacer. Et puis, boum, ils ont fait exploser cette maison. Ses souvenirs d'enfance sont un peu différents des miens. Alors, ne serait-ce que par curiosité, je lui demande ce que c'est son plus beau souvenir ici. Et je suis surprise par la candeur de sa réponse. Mon meilleur souvenir dans ce camp, j'ai beaucoup de souvenirs. Le meilleur souvenir du camp? Ah, je me rappelle cette fille que j'aimais bien. Oui, elle était aussi dans ce quartier. Avec elle, on essayait de se retrouver en cachette, quelque part, à l'abri des regards. D'ailleurs, en avançant, on tombe sur des mariés dans leur voiture, klaxonnant à tue-tête. Un moment de répit, de célébration. Mais vous vous doutez bien que la réalité n'est jamais très loin. Ouais, même les mariages. Ils envahissent même les mariages. Je te promets, ils interviennent pour casser l'ambiance. Et parfois, ils embarquent le marié et ils le mettent en prison. Abu Ammar s'interrompt. Drôle de bruit. De ceux dont on sent que quelqu'un cherche à attirer notre attention, alors on se retourne et on voit une vieille dame, assise sur le petit escalier qui sert de perron à ce qui est sans doute sa maison. Elle agite ses clés devant nous. La clé, c'est un symbole spécial pour tous les Palestiniens, mais en particulier pour les réfugiés palestiniens. C'est ce que Abu Ammar m'explique. Toutes les grand-mères du camp avaient cette clé sur leur maison ou devant leur maison. Et nous, on se rassemblait autour d'elle. On avait des bonnes relations avec les dames plus âgées. Ma tante, par exemple, elle a gardé la clé et elle l'a fait encadrer. Elle est toujours dans sa maison, comme un héritage. La clé, c'est comme un symbole pour dire que notre maison, nos terres sont toujours là et que nous y retournerons un jour. On garde les clés pour réouvrir les portes de chez nous. La clé représente donc l'espoir de rentrer un jour dans leur maison, de retrouver leur terre. Bon, et comme vous et moi on commence à connaître la gravité de la situation, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Avec tout ce qu'il a vécu ici, avec ce qui se passe en ce moment à Gaza et l'aggravation de la situation en Cisjordanie et à Jalazoun, ce camp de réfugiés, comment on garde l'espoir de pouvoir un jour retourner sur les terres de ses ancêtres, revenir d'où l'on vient. Laisse-moi te dire quelque chose à propos de moi, mais aussi de tout le monde. Ce sentiment d'espoir connaît parfois des hauts et des bas. Des fois, on a l'espoir d'un retour.
Et parfois, on perd cet espoir et on fait tout pour quitter ce pays. En ce moment même, alors que la guerre fait rage à Gaza, nous avons de l'espoir. Nous avons l'espoir qu'un jour nous reviendrons. Mais si tu m'avais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit qu'il n'y a plus d'espoir et que j'essaye de quitter le pays. Mais ça ne vous paraît pas un peu contradictoire à vous ? Abou Ammar nous dit qu'avec ce qui se passe à Gaza, il ressent de l'espoir. Moi, spontanément, j'aurais imaginé l'inverse. Alors je lui ai demandé comment c'est possible de ressentir de l'espoir dans une situation pareille. Et voici ce qu'il m'a répondu. Nous, les Palestiniens, on ressent de l'espoir quand on se bat. Sentir que quelque chose bouge en fait. Quand depuis des années, rien ne bouge et que le pire s'installe et se normalise. Pour eux, comme pour le reste du monde. Bref, on continue d'avancer et je suis surprise par le nombre d'enfants. Alors me vient une question. Comment l'histoire se transmet-elle de génération en génération ? Est-ce qu'on parle de ces choses-là avec ses parents ? On en parle tout le temps parce que c'est notre vie. Comme je te disais, on s'asseyait autour de notre grand-mère et on lui posait des questions sur ce qu'elle faisait et tout le reste. On connaît bien l'histoire, comment ils ont fui et comment ils ont survécu. Tu sais, ma grand-mère, c'était une femme forte. Et avec ses enfants ? Avec mes enfants, parfois ils me posent des questions et je leur en parle. Il faut parler avec eux, leur transmettre l'histoire. Et oui, ils adoreraient faire ça, aller à Ramleh pour voir la terre de leurs ancêtres, mais tu sais très bien que ce n'est pas si simple. J'espère qu'un jour, je pourrai les emmener là-bas. Aller à Ramleh, emmener ses enfants là-bas, de là d'où viennent leurs ancêtres. Pour le moment, c'est mission impossible parce qu'il leur faut un permis, comme pour tous les autres Palestiniens de Cisjordanie, le même permis qu'il fallait aussi à Sami dans l'épisode 3 pour aller sur les hauteurs du Djoulan ou encore à Gériès dans l'épisode 5 pour aller à Jérusalem. Le temps qu'il m'explique tout ça, on a rejoint la voiture. Le camp de Jalazoun n'est pas très grand, on en a déjà fait le tour. Alors, on remonte en voiture, direction la maison. Lui doit partir retrouver sa famille et moi... Coucou Marie, comment tu vas ? Dis-moi, est-ce que tu serais dispo pour qu'on se rejoigne à garage vers 20h ? On avait dit qu'on voulait aller papoter, du coup, si t'es dispo et si ça te tente, on peut se rejoindre là-bas. Tu me dis, à tout à l'heure peut-être. Bon, ce n'était pas prévu mais je suis sûre que vous allez adorer. On est invité à retrouver Juliette à garage, pour parler d'amour. Maintenant que je le dis et sachant que vous ne connaissez sans doute pas cet endroit, ça doit résonner bizarrement à vos oreilles, mais vous allez voir. Abou Ammar me sourit et me dit qu'il aurait aimé nous rejoindre. Mais à cette heure-ci, il est justement l'heure d'aller retrouver sa famille autour du dîner. Au fond, j'espère qu'il pourra nous rejoindre plus tard parce que j'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est ce qu'il me dit quand on se dit au revoir. Qu'il aurait aimé pouvoir prendre plus de temps pour nous donner plus d'informations et de chiffres. Comme par exemple que la densité de population dans le camp de Jalazoun, c'est 65 000 personnes au kilomètre carré. À titre de comparaison, à Paris, où on considère déjà que les gens vivent les uns sur les autres, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré, donc 3 fois moins. Nous dire aussi que 17% de la population active du camp était au chômage en 2022, un nombre dont on ne dispose pas mais qui a très probablement augmenté depuis les événements du 7 octobre, comme dans le reste de la Cisjordanie. Nous dire aussi que plus d'un quart de la population de ce camp est considérée comme vivant sous le seuil de pauvreté. Et tout ça, c'est la situation du camp de Jalazoun, mais il y a aussi les 3 autres camps que compte Ramallah et les 15 autres dans le reste de la Cisjordanie, sans parler des 8 autres camps qui sont en train d'être violemment bombardés dans la bande de Gaza, ou encore de ceux en dehors de la Palestine, au Liban, en Syrie ou encore en Jordanie. C'est à ce point-là que la question est centrale pour les Palestiniens. Mais notre visite à nous s'arrête là. Je remercie Abou Ammar pour toutes ses confidences et cette plongée au cœur de ses souvenirs. De notre côté, nous, on va continuer. On va donc à garage, mais promis, je ne vous emmène pas dans un hangar un peu obscur. Et surtout, on va y parler d'amour. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 6e épisode du podcast déjà. J'espère qu'il vous a permis de voyager dans la réalité d'au moins un réfugié palestinien qui vit en Cisjordanie. Vous commencez à connaître la chanson, alors j'aimerais remercier Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lys pour le joli visuel,
Mewen, bien sûr, en tant que co-créateur de ce podcast, et bien évidemment Abu Ammar pour nous avoir fait visiter le camp de réfugiés de Jalazoun et de nous avoir emmenés dans ses souvenirs pas toujours des plus agréables. Shukran jazilan. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les sources des informations que vous venez d'entendre dans les notes de l'épisode. Psst. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, vous le savez déjà, c'est d'en parler autour de vous. Le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça, vous connaissez la chanson. On compte sur le bouche à oreille. Alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt!